si la révolution avait déjà eu lieu? C'est vraiment cette question que je me suis posée il y a 7 ans. Et pourtant, il y a 7 ans, tout se passait bien pour moi. J'avais une vie qui me plaisait, un métier formidable, de bons revenus, des amis fidèles, un engagement au service des humains et de la nature depuis des années. Et malgré tout, je ressentais à l'intérieur de moi une sorte de tension. C'était comme si j'avais les 2 pieds posés sur 2 rives qui enjambaient un abîme. Sur mon premier pied, il y avait l'entreprise avec sa logique de production, de productivité, de bénéfices, de dépenses, de recettes, d'investissement. Et de l'autre côté, j'étais assis sur un 2e pied qui, lui, voulait prendre soin de la planète, voulait prendre soin des humains. Et le contexte faisait que progressivement, ces 2 passions qui animaient ma vie depuis des années s'éloignaient l'une de l'autre progressivement et sans que je puisse absolument rien faire pour les réunir. Jusqu'au moment où la douleur est devenue insoutenable et il a fallu que je choisisse un camp. J'ai décidé d'aller visiter ces personnes qui avaient rompu leur vie pour se remettre au service des humains et de la nature vraiment. Je suis parti en vélo à 50 ans, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de vélo, et je suis allé à la rencontre de ces héros totalement invisibles qu'on ne voit jamais. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires qui portaient à bout de bras les communs de la planète pour les générations futures, et on ne parlait jamais de ces personnes-là. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires qui ont lancé des activités pour produire de l'énergie renouvelable, des activités pour potabiliser de l'eau, pour construire des maisons respectueuses des humains et de la nature, pour partager leurs véhicules. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui lançaient des monnaies citoyennes locales pour reprendre le pouvoir sur l'argent, d'autres qui lançaient une idée folle de donner des revenus à tous les êtres humains de leur naissance à leur mort pour qu'aucun enfant ne puisse être un jour prisonnier de la misère par sa propre naissance. Et ce que j'ai constaté en regardant tous ces gens que j'ai visités pendant ce premier Tour de France à vélo, c'est qu'ils s'appauvrissaient tous en servant les communs. Et moi, je trouvais ça absolument débile que des personnes puissent, en servant les communs, s'appauvrir. Et je me souviens d'un moment vraiment incroyable où j'ai rencontré Marc. Et c'est là où une partie de moi est morte. Marc, c'était quelqu'un qui avait décidé avec sa famille de s'installer comme agriculteur bio. Et c'est quelqu'un qui faisait des produits merveilleux, des légumes colorés, goûteux, tout en agradant les sols et en prenant soin de notre planète. Et cette personne-là, elle bossait 70 heures par semaine, elle gagnait 470 € par mois. Et moi, l'entrepreneur humaniste, dans une formation, dans un coaching, je faisais 2000 € par jour. C'est-à-dire que lui, il avait 150 fois moins de valeur que moi. Et ça, il y a un truc qui a pété dans ma tête, en fait. Je me suis dit, ce n'est pas possible qu'on continue à mépriser autant ces gens qui servent les communs. Et donc, je suis rentré, parce que j'ai pleuré plusieurs fois pendant ces 4500 km. J'ai pleuré sur moi, sur eux, et puis sur le monde, en disant, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et quand je suis rentré, je ne pouvais plus diriger une entreprise. Donc, j'ai cédé les entreprises que je dirigeais à mes salariés. J'ai tout vendu. Je me suis mis au seuil de pauvreté et j'ai pris 2 sacs et je suis parti dans les Alpes, dans un centre de retraite, avec une seule et unique question qui était « Mais qu'est-ce que je peux faire pour ces putains de héros que j'ai rencontrés, pour les soutenir et les valoriser ?» Et donc je suis resté 6 mois dans ce centre bouddhiste. J'alternais méditation, marche consciente, yantra yoga. Et puis en même temps, je me posais des questions sous ces sapins magnifiques et centenaires. Parce qu'on était dans les Alpes, donc c'était très beau. Et je me suis dit, mais en fait, le problème de ces super-héros, c'est qu'ils sont isolés, ils sont saucissonnés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se rencontrer parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, en fait, pour prendre de la hauteur sur leur propre activité, se connecter et faire un écosystème. En fait, c'est un problème bête de financement, en fait. C'est un problème de financement, de professionnalisation, c'est un problème de reconnaissance de notre société. Et toujours entre méditation, marche consciente et puis yantra yoga, sous les flocons étincelantes de beauté, parce que c'est vraiment très très beau l'endroit où j'étais, j'ai commencé à mieux réfléchir. Et je me suis dit, mais ce qu'il faudrait faire, il faudrait réunir au même endroit tous ces héros, tout ce qu'ils ont fait de mieux dans la société civile depuis une quinzaine d'années. Il faudrait connecter ça entre eux, connecter ça aux acteurs d'un territoire, financer ça, faire en sorte qu'ils aient les mêmes moyens qu'une entreprise du XXIe siècle, et on verrait bien si ces nouvelles formes finalement d'entrepreneuriat
pourraient vraiment être des outils de développement territorial et d'augmentation de la cohésion sociale de nos territoires qui sont tous en train de mourir. Je vous rappelle qu'une commune sur 3 aujourd'hui est en train de mourir en France, ce qui est absolument gigantesque. Alors, c'est comme ça qu'est né Terra. Terra, c'est une idée dont le but, en fait, est de relocaliser 85% de la production vitale aux habitants d'un territoire, le faire au service des humains et de la nature et faire en sorte que le territoire de vie dans lequel on se trouve bénéficie en fait de ces nouvelles productions relocalisées et respectueuses des humains et de la nature. Alors j'ai envoyé un mail à la suite de ça à plein d'amis, à 50 ans quand on est très engagé, on a beaucoup d'amis. Et j'ai reçu un retour extraordinaire de gens qui m'ont énormément soutenu, qui m'ont dit « Oh Fred, c'est super, on va faire ça avec toi, c'est une super idée, on te suit. » Et donc on est parti à quelques-uns, de nouveau, pendant 2 ans, on a fait 2 tours de France en vélo, pour aller cette fois-ci de façon beaucoup plus méthodique, aller à la rencontre de tous ces acteurs. On a visité, on a organisé des conférences dans des communes pour demander aux gens dans quel village ils aimeraient vivre et dans quel village ils aimeraient finir leur jour en paix. Et puis on a aussi rencontré des zones à défendre, des monastères, des communes en transition, des fermes participatives, des habitats partagés, bref, une floraison de créativité de tous ces citoyens. Et on est revenu avec quelques billes pour essayer de voir comment on pourrait construire un village 2.0 ou comment on pourrait créer un écosystème pour le XXIe siècle. Alors une fois qu'on a été prêt, qu'on a réuni un petit peu cette matière, il nous fallait trouver un lieu. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est une petite ferme de 12 hectares dans une zone rurale à revitaliser, donc dans le sud-ouest de la France, entre Angers et Cahors. Et sur cette petite ferme de 12 hectares que de gentils donateurs nous ont offert, eh bien, on a commencé à expérimenter ce qu'on avait rencontré, mais sur un même lieu. Et en fait, il a fallu tout réapprendre. Et je me souviens de ce publicitaire extraordinaire qui avait dit à un moment donné, si à 50 ans, tu n'as pas une Rolex, tu as loupé ta vie. Ben, nous, on se disait, si à 50 ans, on n'est pas capable de produire ce qu'on consomme, si on n'est pas capable de potabiliser l'eau que l'on consomme, si on n'est pas capable de la traiter, de construire des maisons passives qui respectent les humains et la nature, ben, on aura peut-être loupé notre vie. Et donc, on s'est mis à apprendre, beaucoup apprendre. Ça nous a pris pas mal de temps, on a tout réappris, ou en tout cas beaucoup de choses. Et à un moment donné, on s'est senti prêt à construire ce fameux éco-village pour le XXIe siècle. Et on s'est mis en marche pour construire les premières maisons expérimentales sur notre ferme. Et là, plutôt que de construire ces magnifiques maisons et puis activités économiques au service du territoire, on s'est pris de face le mur de la réglementation. Alors, si vous n'avez jamais pris de face le mur de la réglementation, je vous invite à aller essayer de revitaliser une zone rurale. Vous allez voir, c'est quand même c'est coton. Hein. Et donc, voilà, donc tout à coup, on nous a dit, mais non, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça ici, mais enfin, pourtant, c'est une zone rurale à revitaliser, il y a besoin d'activités économiques, il y a besoin d'habitants, il y a besoin de relocaliser toutes ces productions pour que ces gens puissent s'installer sur place et y rester vivre. Ah non, c'est pas possible ici, vous pouvez pas. Mais enfin, nos maisons, elles sont autonomes, elles ne consomment pas de ressources. Ah non, ce n'est pas possible. Bon. On a été un peu surpris, on a été dépités parce que ça faisait quand même 3 ans qu'on travaillait là-dessus, donc ça a été très dur à accepter. Et puis sont venus les gendarmes, les huissiers, et là il a fallu se rendre compte que si on continue, c'était pas une coopération qu'on allait mettre en place sur ce territoire, c'était une guerre. Or on était venus, nous, coopérer avec le territoire. Donc la mort dans l'âme, on a démonté nos maisons. Et on a accepté de lâcher prise. Alors il se trouve qu'heureusement, dans mon ancienne vie, j'avais été coach et formateur en gestion du stress et des émotions, ce qui fait qu'en gonflant le ventre comme un ballon, d'ailleurs ça se voit, je suis un peu habitué maintenant, j'arrive à avoir une sorte de connexion avec moi-même, une connexion avec le monde, quelque chose de plus grand que moi. Et finalement, ça m'a beaucoup aidé à lâcher parce qu'on est tous des citoyens d'un corps social. Et quand finalement on fait attention à tout ça, on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent malgré nous. Et on a bien fait. On a bien fait parce que pendant 1 an, on avait mis en place tout un ensemble d'ateliers, de conférences, de débats, de rencontres avec des habitants, avec des élus, avec des artisans, avec des producteurs. Et tout ça avait fait qu'on commençait mieux à connaître notre projet sur ce territoire. Et là, un petit peu comme les arbres sont connectés par des millions de champignons les uns avec les autres et communiquent leurs besoins, et bien nous, tout à coup, on s'était connectés avec des tas de personnes qu'on ne connaissait pas. Et tranquillement, doucement, sans faire de bruit, parce que ça ne fait pas de bruit, tout à coup, le téléphone a sonné et c'est un maire d'une autre commune à 20 km de là qui nous a dit « Écoutez, on a un terrain de 4 hectares au bord du Lot, exactement découpé par le PLU comme vous voulez. Si vous voulez, venez vous installer chez nous. » Et c'est ce qu'on a fait. On est allé s'installer à Trentel, à 20 km. Et c'est là qu'on a décidé de construire notre premier quartier rural en transition.
Alors, ça n'a pas été facile, parce que si le maire était d'accord, il a fallu convaincre tout le conseil municipal, et ça nous a pris quand même 15 mois. Oui, parce que pour revitaliser une zone rurale, il faut vraiment prendre son temps. Il faut accepter l'idée que ce n'est pas en tirant sur les feuilles qu'on fait pousser les arbres. Il faut vraiment coopérer avec tous les acteurs, c'est extrêmement important. Mais on y est arrivé, et l'année dernière, il y a à peu près un an, on a signé l'acte de vente de ce terrain, et on a commencé à rentrer dans le permis d'aménager. Alors les amis, le permis d'aménager, c'est pas mal non plus, mais en fait, on avance quand même à grands pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur ce terrain ? On ne va pas construire n'importe quoi, n'importe comment. On va commencer par construire un centre de formation à l'éco-construction. C'est-à-dire, ce centre de formation, on va y injecter 6 millions d'euros, et grâce à ça, on va lancer plein d'activités sur notre terrain d'éco-construction, et c'est ce centre de formation qui va construire tout le quartier rural, ce qui va permettre d'injecter 6 millions d'euros dans le territoire, ce qui n'est pas rien dans une zone rurale à revitaliser. Le premier travail de ce centre de formation, ça va être de créer des habitats légers au bord du Lot, ce qu'on voulait faire sur le terrain et qu'on n'a pas pu. Pourquoi des habitats légers ? Parce que par ce moyen-là, on va pouvoir installer des primo-habitants qui vont avoir le temps ensuite de construire leur maison. Puis ensuite, une fois qu'ils auront construit leur maison, on pourra y installer des stagiaires qui viennent dans le centre de formation. Et ensuite, une fois que les stagiaires seront dans le centre de formation, on pourra y accueillir des citoyens qui viendront visiter ce quartier rural et se dire, finalement, entrer en transition, c'est pas seulement devenir des Amish, c'est bien plus que ça. Troisième élément qu'on va construire, c'est une zone d'activité commerciale. Parce que souvent, malheureusement, dans les zones rurales, on vient construire des pavillons de gens qui vont travailler à 25 km de là, mais ça ne sert pas beaucoup l'économie locale. Donc nous, notre idée, c'est de créer une zone d'activité commerciale avec des producteurs locaux où on pourra venir manger, on aura une épicerie en circuit court, de telle façon à alimenter le quartier rural, mais pas que, aussi de la commune et le territoire de vie dans lequel on se trouve, de produits respectueux des humains, de la nature, et en même temps ramener, enraciner de l'activité économique sur ce petit quartier, de telle façon à ce qu'ils vivent ensuite de façon pérenne. On va y construire une maison de la transition qui permettra d'accueillir des citoyens en quête de sens. Vous savez qu'aujourd'hui, 1 personne sur 2 en France veut quitter les grandes villes pour aller s'installer à la campagne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructures qui permettent de les recevoir. Et comme personne ne veut investir dans ces communes, finalement, on a un marché en quelque sorte qui est potentiel pour tout le monde, puisque ces gens veulent quitter les grandes villes et puis les communes sont en train de mourir et voudraient bien recevoir des habitants. Mais entre les deux, il n'y a rien. Le projet qu'on est en train de mettre en place, c'est justement réconcilier ces deux mondes et faire en sorte d'aider ces personnes qui rentrent en transition. On va y mettre en place une micro-ferme bio pour atteindre la souveraineté alimentaire, un parking solaire qui va nous permettre de produire l'énergie nécessaire à faire fonctionner tout le quartier rural, et puis sous les panneaux solaires, il y aura des véhicules électriques en partage qui nous permettront de mutualiser nos moyens de mobilité de telle façon à ne pas avoir une voiture, une personne, une voiture, une personne. Et enfin, on va construire une quinzaine de maisons pour une trentaine d'habitants qui nous permettra ensuite de pouvoir vivre sur ce quartier rural et le céder, j'espère, un jour aux générations futures. Alors, une des caractéristiques très importantes de ce quartier rural, c'est le fait que sur ces 6 millions d'euros qu'on va investir, plus de 20% vont être investis en monnaie citoyenne locale. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de le faire en euros, on va générer des flux économiques en monnaie citoyenne locale pour irriguer le territoire de vie de cette force économique qu'on va créer pour pas qu'elle remonte sur les marchés financiers. 1 200 000 euros de flux économiques en monnaie citoyenne locale dans un territoire comme celui-là, ça fait vraiment beaucoup. Donc du coup, grâce à cette monnaie citoyenne locale, qui pourra être utilisée de façon numérique, on va pouvoir regarder en fait l'impact de nos activités économiques sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Et donc, grâce à un comité territorial du dialogue, on va pouvoir mettre en place un certain nombre d'ajustements, d'anticipations pour piloter en fait le développement de cet écosystème coopératif dans l'objectif d'impacter positivement ces 17 objectifs de développement durable. Si jamais l'expérience est positive, c'est-à-dire que si notre conseil scientifique nous dit oui, effectivement, on a observé que depuis votre arrivée, d'une part, il y a eu du développement territorial et de l'autre part, il y a bien eu un accroissement de la cohésion sociale, c'est-à-dire que les gens ne restent plus ici parce qu'ils sont obligés, mais parce qu'ils ont envie d'y rester, eh bien, dans ces cas-là, on créera un parcours de formation qu'on a appelé éco-bâtisseur, qui va durer 6 mois et qui permettra aux personnes en transition de venir se former pendant 6 mois pour acquérir des compétences pour créer de nouveaux quartiers ruraux dans d'autres zones rurales à revitaliser et faire en sorte de valoriser en monnaie tous ces gens qui aujourd'hui entrent en transition et créent du commun alors que finalement, au départ, ça les appauvrit. Nous, notre objectif, c'est à travers ce parcours, c'est vraiment qu'ils puissent être valorisés à leur juste place. Pour vous donner une idée, non pas que je cherche à me plaindre, mais pour montrer l'absurdité du truc, quand je bossais, je mettais en place exactement les mêmes compétences et je gagnais 10 fois plus que je gagne aujourd'hui. Donc ça montre bien que ce n'est pas la compétence, ce n'est pas le talent, ce n'est pas ce qu'on produit qui est important, mais la valeur que le marché vous donne. Or, quand même, la transition, ce n'est pas le plus beau des marchés.
Aujourd'hui, en fait, on travaille avec beaucoup de partenaires, la région, le département, l'ADEME et plusieurs fondations. Et on est en train de travailler en ce moment sur de nouveaux véhicules financiers qui permettraient en fait à des investisseurs de pouvoir investir dans ces quartiers ruraux en transition. Parce que le gros problème qu'ont tous ces nouveaux entrepreneurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver de financement à longue durée. Et oui, bien entendu, puisque ce qu'ils mettent en place, c'est pas seulement que des activités marchandes, c'est aussi des activités non marchandes, c'est des services de délégation de services publics. Donc forcément, ça va être plus coûteux, ça va prendre plus de temps pour atteindre le seuil de rentabilité qui leur permettra après de développer une activité pérenne et de s'autofinancer. Mais aujourd'hui, tout notre système financier est fait exclusivement pour financer des entreprises qui, d'ici 3 ou 4 ans, vont arriver à leur seuil de rentabilité et partir sur le marché, après se développer. Eh bien non, ces entreprises à but communaux, on les appelle, nous, entreprises à but communal, elles ont des fonctions bien plus importantes parce qu'en fait, elles vont prendre en charge ce qu'on appelle en économie des externalités négatives, c'est-à-dire la pollution et tout ce qui va dégénérer finalement les communs, et ils vont aussi prendre en charge des externalités positives, c'est-à-dire mettre de la confiance entre les acteurs, mettre de la coopération entre les acteurs, mettre de la santé dans le travail, mettre un certain nombre d'éléments, comme par exemple la confiance. Et tout ça, si vous allez voir un banquier pour vous le faire financer, vous ne vous le ferez pas financer, ça ne veut rien dire pour lui. Or, nous, on pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire à l'heure actuelle de créer des entreprises à but communal qui réintègrent dans les coûts toutes ces externalités qu'on a mis de côté pour aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer de développer ce type de financement nouveau. Alors, j'aime bien cette métaphore. Aujourd'hui, il faut arrêter de penser qu'on plante des glands, il faut planter des chênes. Alors, c'est la même chose, mais ça change tout. C'est-à-dire que beaucoup trop de citoyens aujourd'hui pensent que ce qu'ils font, ça ne vaut rien, parce que c'est petit. Ben, ce n'est pas vrai. Si toutes les choses n'avaient pas commencé par être petites, il n'y en aurait aucune de grande. Donc c'est super important de dire à ces entrepreneurs humanistes en herbe, c'est-à-dire à tous ces citoyens qui veulent entrer en transition et se dire « moi je veux absolument aligner mes valeurs avec mes comportements », de leur dire « non, vous n'êtes pas des glands, vous êtes des chênes. Et même si on vous écrase dans la boue, vous allez pousser, parce que c'est dans la boue que poussent les chênes. » Et pour ça, c'est hyper important de se dire que demain, sûrement, les générations futures verront des forêts pousser, verront des belles clairières, verront finalement une société magnifique. Et qui aura construit cette société magnifique? Ceux qui auront changé de vie pour changer leur vie. Ceux qui, gland après gland, chaîne après chaîne, auront construit la civilisation dans laquelle ils auraient aimé naître et dans laquelle peut-être un jour ils finiront leur jour en paix.